Bonjour, vous allez bien? Ouais, très bien. Ouais, on peut pas aller mieux, hein. La période est quand même assez fun. C'est vrai. Alors, je voulais vous voir aujourd'hui pour parler d'un sujet que je crois que vous connaissez bien, c'est l'entreprise contributive. La quoi? J'ai filmé, arrête. Alors l'entreprise contributive, est-ce que vous pourriez me dire en deux mots, qu'est-ce que c'est? Ouais, en deux mots, c'est l'entreprise qui fait du bien, en 6 mots. Donc il fait du bien à l'humanité, au business, aux collaborateurs qui travaillent à l'intérieur de ces boîtes, et qui surtout, c'est l'entreprise qui resynchronise sa raison d'être par rapport au vivant. Le vivant qui est la condition de sa pérennité. Ouais, parce que se resynchroniser, ça veut dire aussi accepter de faire du business autrement. Et c'est toute la subtilité de l'entreprise contributive. C'est l'entreprise qui contribue, contributive. Donc nous, on a simplement voulu cadrer un petit peu ça en étant un peu, en essayant d'être un peu exhaustif sur ce que voulait dire contribuer, parce que certains vont vous dire que créer de l'emploi, c'est contribuer. Mais aujourd'hui, c'est pas assez. Créer de la richesse pour l'actionnaire, c'est contribuer. Mais aujourd'hui, c'est pas assez. Payer ses impôts, c'est contribuer, mais c'est pas assez. Donc nous, on a essayé de dresser les contributions nécessaires pour qu'on puisse appeler l'entreprise contributive une entreprise contributive. C'est une description qui est assez positive et qui a l'air sur le papier un peu peut-être idéaliste. Est-ce que c'est une idéalisation de la société ou est-ce que c'est quelque chose qui peut exister et qui existe vraiment? Là, pour l'instant, ça sonne comme une utopie, mais en réalité, avec des contraintes qui vont augmenter de toutes parts. Si l'entreprise ne se met pas en route sur ce chemin vers une utopie, elle risque de ne pas survivre, parce que les pressions climat notamment, pollution, mal-être humain aussi, ne vont que s'accélérer. C'est pas tant une utopie que cela, parce que certaines entreprises sont déjà bien engagées sur cette voie. C'est ce qu'on a voulu montrer aussi. Certes, c'est un concept, et nous on a essayé de conceptualiser notamment une méthode à partir d'observations empiriques, de ce qu'on a commencé à collecter comme données, comme témoignages, etc. Mais force est de constater que des entreprises approchent le sujet par plusieurs entrées. Et nous, on a essayé de dresser un panorama, une sorte de mosaïque de ce à quoi ça pourrait ressembler. Vous avez donc écrit ce livre qui vient juste de sortir. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire? Bon, moi, ça fait longtemps que dans ma propre entreprise, j'œuvre tous les jours à rendre plus contributive mon entreprise, et en utilisant des méthodes, en utilisant des façons de faire très rationnelles. Et il nous a paru comme une évidence de mettre ça sur le papier et d'en faire profiter le plus grand nombre pour faire démarrer en fait un mouvement citoyen à l'échelle française et puis ensuite mondiale. On avait beaucoup de discussions sur le rôle de l'entreprise par rapport au rôle, on pourra en reparler, mais par rapport au juridique, par rapport à l'État. Et on s'est dit que l'entreprise était plus agile, qu'elle avait un intérêt personnel et intrinsèque à survivre et à s'adapter. Et donc on constate que c'est par l'entreprise que les choses peuvent aller un petit peu plus vite. Alors c'est morcelé forcément, mais on pense aussi que quand il y a un certain pourcentage de gens dans la société qui fait autrement, et ensuite si on transpose ça à l'entreprise, il peut y avoir un seuil au-delà duquel les choses vont forcément bouger. Donc nous, on voudrait œuvrer pour que ce seuil arrive plus vite, que ces fameux 10%, ce tipping point, fassent basculer les modèles. Pourquoi est-ce que ce serait aux entreprises de prendre les devants et non pas à l'État de prendre les mesures adéquates à un changement de société? La loi, c'est la voiture balai du système. Si on attend que la régulation ou que la contrainte fixée par la régulation incite les entreprises à reconfigurer leur modèle d'affaires, on sait très bien que ça n'arrivera jamais. Parce que la loi, c'est souvent un compromis ou un consensus, mais la plupart du temps un compromis. Au plus bas, d'ailleurs, regardez ce qui se passe en ce moment avec la loi climat-résilience. On n'est pas au plus haut de ce qui pourrait être fait, on est à un compromis au plus bas. Et donc, c'est parce que certaines entreprises voudront
peut-être aller bien au-delà pour se différencier notamment par rapport à leurs concurrents, etc., qu'elles vont aller plus vite. Donc on pense qu'on doit pouvoir aller vers plus de radicalité en utilisant une méthode plus soft, même si cette méthode plus soft va requérir de tout changer dans le management de l'entreprise. Donc c'est un paradoxe, mais finalement, lorsqu'on a compris le pourquoi, on peut accepter tous les comment. Ben, le pourquoi, c'est tout simplement la survie de l'humanité. Donc c'est quand même un sacré pourquoi. Et à partir de là, on arrive à détricoter la façon dont les entreprises créent de la valeur pour expliquer que finalement le comment, qui est souvent annoncé par les ignorants comme étant très douloureux, avec de la privation, des restrictions de liberté, etc., ben que ce comment-là, il n'est pas si douloureux que ça. On a voulu montrer des entreprises qui se fixent des contraintes et qui ont fait des renoncements, mais qui s'en sortent mieux. On sait ça fait depuis les années 70 que les scientifiques nous expliquent qu'on va droit dans le mur. On le sait tous au fond de nous-mêmes, mais pourquoi on n'y va pas? Qu'est-ce qui fait qu'on bloque? Parce qu'il y a plein de freins, on l'explique dans le livre, hein, ce qu'on appelle des verrous sociotechniques. Il y a des dogmes économiques qui sont profondément ancrés dans la tête des dirigeants d'entreprises et aussi des politiques, et qui sont modélisés et appris dans les écoles de commerce, dans les écoles de management, et on se dit, bah oui, il n'est pas possible de créer de la valeur autrement qu'en générant de la croissance économique qui requiert de faire tous les ans un peu plus que ce qu'on a fait l'an dernier. Sauf qu'on sait maintenant que ça fonctionne très bien, ça, sur une planète infinie en ressources, mais que ça ne fonctionne pas sur une planète finie en ressources. Puis il y a aussi le fait que ceux qui profitent avaient une position dominante évidente, et ceux qui profitaient moins n'avaient pas trop la parole. Et peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui profitent moins commencent à être un peu vocaux. Chez nous, ça a pris la forme d'un mouvement qui s'appelait les Gilets jaunes. Ailleurs, ça peut être des révolutions. Ce sont des migrations. Donc le paysage a changé. Et aujourd'hui, ça s'entend, ça se voit, ça se perçoit, ça menace aussi, finalement, l'équilibre économique de ceux qui profitaient, finalement, de cette hiérarchie économique. Mais il y a aussi des causes physiologiques à l'inaction. Ce n'est pas simplement que des volontés politiques de certains de maintenir un système qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a une espèce d'addiction en fait aux énergies fossiles qui sont quand même extrêmement peu chères, qui génèrent une puissance extraordinaire. C'est un litre de pétrole, c'est magique comme puissance. Et naturellement, on a tous tendance à faire le moindre effort parce qu'en fait, on a été habitué depuis des millions d'années à économiser l'énergie en réalité dans notre propre corps. Et alors que quand tout devient facile, quand il suffit d'ouvrir le frigo pour aller chercher à manger, quand il suffit d'allumer la lumière, la lumière arrive, il suffit d'ouvrir le robinet, l'eau arrive. Bon, on s'est habitué en fait à un certain confort. Ça ne nous rend pas forcément heureux. Mais ça, c'est le confort de base, à la limite, finalement, d'avoir l'électricité, un frigo et de l'eau. Mais aujourd'hui, est-ce que, par exemple, il est nécessaire d'avoir une livraison à 10 minutes de tout ? C'est ce qu'on dénonce dans le livre. Donc en fait, il y a confort. Et évidemment, je pense qu'on s'est habitué à le confort est le superflu, en fait. Alors non seulement il y a du superflu, de la futilité, dans beaucoup d'objets du quotidien qui génèrent quand même énormément d'utilisation à la fois d'énergie et de ressources pour les fabriquer. Mais surtout, on est d'une inefficience extraordinaire dans les process de fabrication. C'est-à-dire quand on pêche des poissons, entre le nombre qu'on pêche et celui qui arrive sur les étals des poissonniers et celui qui arrive dans les assiettes des gens, il y en a à peu près 1 sur 3 qui a disparu, on ne sait pas trop comment, parce que les calibrages n'est pas bien fait, le transport, le tri, etc. Et dans tous les domaines des activités humaines aujourd'hui, il y a un gaspillage de ressources, ne serait-ce que la génération de déchets. Quand on regarde qu'en France, un Français, certes, ce n'est pas vrai au Ghana ou au Sénégal, mais un Français, c'est 568 kilos de déchets produits par an. 568 kilos de déchets. Donc il y a un gaspillage de matières premières. Donc avant d'arriver
à abaisser le confort de base dont on parlait, d'accès à l'eau, etc., on a une marge de progrès énorme. Dans votre livre, vous abordez aussi d'autres freins. Il y a par exemple la technologie, il y a aussi les startups. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? On remet quand même en question certaines croyances qui sont toujours véhiculées et qui peut-être rassurent. Par exemple, que la technologie va nous sauver. Non, on ne pense pas. Ça ne veut pas dire que on veut éliminer toute forme de technologie. Au contraire, on parle néanmoins de juste tech. Parce qu'on pense qu'il y a de la high-tech parfaitement grassouillette qui pourrait être un petit peu, qu'on pourrait un peu faire maigrir. On n'y verrait absolument aucune différence en tant qu'usager. Et ça ferait des économies un peu d'échelle sur tous les pans. Donc la technologie ne va pas nous sauver. Non, l'écologie telle qu'on la préconise n'est pas une écologie punitive. Et non, ce n'est pas non plus une restriction de liberté. Si le dicton grand public dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, en entreprise, ça devrait être pareil. Est-ce qu'il est réellement moral de pouvoir avoir la liberté de générer des GES, des gaz à effet de serre, parce qu'un créateur d'entreprise génial a trouvé le moyen de faire de la livraison à 10 minutes pour servir quelques personnes, et finalement ça va empêcher une autre liberté qui est celle de tous les autres à respirer sainement et à ensuite devoir réparer finalement tout ça. Donc on réinterroge le concept de liberté d'entreprendre aussi un petit peu. On estime que la responsabilité demain des entrepreneurs, ce sera de créer de la valeur économique, bien sûr, mais de créer aussi de la valeur environnementale et de la valeur sociale. Et c'est pour ça qu'on explique, et c'est la conclusion du livre, que ça va demander de revoir aussi la métrique de la performance, et qu'aujourd'hui, la façon de mesurer la performance des entreprises sur leur capacité à maintenir leur capital financier et à générer du cash et donc des dividendes, c'est une façon tronquée d'affirmer sa performance. Tout n'a pas un prix. On ne peut pas tout monétiser. Et donc, dans ce qu'on appelle le capital immatériel d'une entreprise, dans le capital naturel, oui, il faut dépenser de l'argent pour préserver, pour protéger des écosystèmes qui n'ont pas de prix. Alors c'est un peu compliqué à comprendre pour des gens très rationnels à la cravate, voilà. Mais bon. Mais oui, nous, dans les entreprises, on est confrontés à ça. On dit, mais à quoi ça sert de préserver la vie de l'ours polaire ? Ça ne sert à rien, l'ours polaire, pour faire du business. Ben, si on ne préserve pas la vie de l'ours polaire, ou si on ne préserve pas les conditions de vie de l'ours polaire, in fine, c'est nos conditions de vie à nous que l'on va abîmer. Mais ça, ce niveau d'abstraction-là, il y a beaucoup de connards brillants qui n'ont pas bien compris comment ça fonctionnait. Une fois qu'on a bien compris, bien intégré tout ça et qu'on souhaite faire des premiers pas, c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent, c'est ok, comment je fais ? Ça, c'est vraiment une question fondamentale. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce bouquin. Hein. Parce que le pourquoi, Céline l'a dit, des bouquins sur le pourquoi, il y en a plein les armoires. Hein. Donc, mais très très peu sur le comment. Le plus petit commun dénominateur des entreprises qui sont passées à l'acte, c'est souvent le fait du manager, c'est-à-dire du manager qui avait une vision, qui avait une présomption, qui avait une conviction, qui avait des valeurs humanistes et qui s'est dit, dans mon entreprise, je vais aligner en fait mon mindset avec la raison d'être de mon entreprise. Et je vais procéder par itération successive pour arriver à produire sans impact. On donne une quarantaine d'exemples dans le bouquin de ces managers qui sont tout simplement pas forcément plus intelligents que les autres, mais ils sont plus lucides et ils ont compris l'urgence. Et ensuite, ils ont mis en place une mécanique qui les a conduits très rapidement à redéfinir ce qu'ils étaient, donc leur raison d'être, et surtout, et c'est le cœur du réacteur, à modifier leur modèle économique. Il faut se mettre en écosystème, c'est-à-dire quand on est en entreprise, d'aller chercher des alliés. Finalement, vous n'êtes jamais tout seul à penser que les choses pourraient être faites autrement. Donc, allez chercher les alliés
en entreprise et aller chercher des alliés hors entreprise. Il y a des associations, des groupes ou même des fédérations d'entreprises, de sujets. Le C3D. Par exemple le C3D, le Collège des directeurs du développement durable, mais vous pouvez aussi rejoindre des groupes interprofessionnels qui permettent de partager les bonnes pratiques et puis de s'inspirer des plus performants sur ces sujets-là. Donc ne jamais penser qu'on peut le faire seul en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, on ne peut pas le faire seul. Il faut s'entourer, il faut rejoindre des mouvements qui ont déjà entamé une mue. Alors, on a beaucoup parlé des managers et des dirigeants dans leur action pour changer la société, mais on n'a pas parlé d'une dernière catégorie qui sont les jeunes. Quelles sont leurs places et quels sont leurs rôles pour vous? Les jeunes, en général, on ne leur a pas laissé le choix. Donc maintenant, soit ils prennent leur propre destin en main, parce que ce n'est pas nous qui allons le faire, et ils le savent très bien, et ils agissent, soit ils vont terriblement souffrir. Et d'ailleurs, les étudiants qui nous ont fait la préface... le mouvement pour un réveil écologique, oui. S'il faut acheter le bouquin, il y a plein de raisons de l'acheter, mais il faut l'acheter pour lire la préface de ces étudiants. Alors nous, avec Céline, on était complètement scotchés par la maturité de gamins, enfin de gamins, ils ne sont pas si gamins, mais enfin, ils avaient entre 21 et 23 ans. D'abord, extrêmement bien écrit. Pas de faute, c'est rare pour des jeunes aujourd'hui. C'est pas pour ça. Bah oui, mais surtout le fond, quoi. Le fond, comment c'est écrit. Ils ont tout compris. Un niveau de maturité qu'on attendrait d'un président de la République ou d'un dirigeant d'entreprise. Non, des gamins qui sortent de l'école. Le courage des jeunes du mouvement pour un réveil écologique, ça a été de faire converger leurs valeurs et leurs opinions avec ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont déclaré publiquement « nous ne travaillerons pas pour les entreprises prédatrices ». Ils ont posé leurs conditions. Ils ont écrit aux entreprises pour leur demander leur vision. Ils ont offert un droit de réponse aux entreprises. Ils ont publié avec transparence les réponses des entreprises. Et ils ont remis en question la réponse. Ils ont décrypté. Ils ont dit on va faire une grille de lecture greenwashing de ce qu'on nous répond. Enfin, c'est d'une lucidité incroyable et d'une maturité fantastique. C'est parti de grandes écoles, c'est les gens qui vont dominer les entreprises demain, mais tant mieux, parce que ces jeunes ont pris un engagement. Demain, pour un chèque, pour un salaire, ils ne renieront pas cet engagement. C'est impossible, un engagement public est irrévocable. Et ça nous donne énormément d'espoir. Et leur mouvement est... grossit, grandit, il prend vie. Je pense que c'est un mouvement à rejoindre et qui va être bien suivi. Donc nous, on a envie de les aider aussi. Ils exigent de leurs propres universités et écoles des changements de programme et on est aligné avec ça. On pense qu'il faut changer les programmes aussi. Il y a une vraie urgence à ce niveau-là de revoir les contenus pédagogiques qui sont... en sciences économiques et sociales, hein, je ne parle pas des sciences dures ou des sciences naturelles qui sont assez bien enseignées quand même dans nos écoles, mais les sciences économiques et sociales, c'est complètement... Toutes les écoles de management, et pourtant on se gausse d'avoir parmi les meilleures écoles, ils apprennent juste comment mourir plus vite en fait. Hein. C'est ça qu'ils apprennent dans ces écoles-là. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle l'économie linéaire aujourd'hui. C'est comment mourir plus vite. Bon, je pense qu'il y a peut-être d'autres façons de vendre le business dans quelques temps. Et il est nécessaire de reconfigurer rapidement les modèles. En tout cas, ces jeunes-là, certes, ils ont indiqué qu'ils ne voulaient pas les travailler dans les entreprises prédatrices. Mais moi, ce que je leur ai dit quand je les ai rencontrés ici, c'est qu'on a besoin aussi de ces gens-là dans toutes les entreprises, y compris celles qui sont les plus prédatrices aujourd'hui. Parce que pour les faire changer de l'intérieur. Peut-être une dernière question, est-ce que vous êtes confiant ? Confiant, pas si l'inaction se poursuit. Parce qu'aujourd'hui, on est très très fort en langue de bois et en emballage de demi-mesures pour se féliciter et s'auto-féliciter d'avoir fait des demi-mesures, que ce soit politiquement ou en entreprise. Donc confiant si
certaines boîtes vont vraiment loin. Alors il y a un mot qu'on entend beaucoup qui est le mot radical. Mais il va quand même falloir radicalement s'y mettre. Donc voilà, c'est la seule condition à laquelle on pourra être confiant. Mais confiant sans rien faire, non, on n'est pas confiant là. Non, ça, c'est sûr. Ouais. Comme disent les Américains, do you walk the talk, hein. Donc le temps du blabla est terminé parce que les Make Our Planet Great Again, les grands discours, les conventions machin, les hauts comités. Donc je pense qu'aujourd'hui, on manque de preuves tangibles, hein. Et ce qui me rend peu confiant, c'est qu'on a peu de preuves tangibles de décisions courageuses. Donc moi, je ne suis pas du tout confiant quand je vois l'inertie, la cupidité, l'égoïsme, le manque de courage, les raisonnements à courte vue, les sophismes. Il y a quand même de quoi être quand même assez désespéré. Mais quand on est ensuite dans l'entreprise, au quotidien, avec les équipes, et avec de plus en plus de collaborateurs et d'entreprises de tout secteur qui ont envie d'agir. Quand on est avec ces gens-là, on a envie d'avoir confiance. On a envie parce qu'on se dit, voilà, tant qu'on aura un souffle de vie, on ne peut pas essayer de mettre en place une dynamique parce que ce serait de la lâcheté tout simplement. Et donc ni Céline ni moi, je pense qu'on est lâche sur ce sujet. Donc on va tout faire pour que ça fonctionne tout en étant extrêmement lucide. Donc pour passer à l'action finalement, premier pas à faire, lire votre livre « Entreprise contributive ». Ben, la meilleure façon d'agir, c'est de comprendre, hein. Donc si ça peut aider à comprendre, nous, voilà, on ne réclame pas le prix Nobel pour ce bouquin, on réclame simplement un peu d'attention médiatique. Merci beaucoup en tout cas pour toutes vos réponses. Merci. Merci à vous.